Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Est-ce que la zone 30 a permis d'apaiser la ville et de fluidifier le trafic? Il y a quelques jours, un nouveau bilan du passage de la région à la zone 30 généralisée a été rendu public par Bruxelles Mobilité. Alors, vitesse moyenne moins élevée, nombre d'accidents en légère baisse, qualité de l'air, pollution sonore. Quels sont les critères qui permettent de dire que la ville 30 est un succès ou pas? Peut-on objectiver ce débat qui reste quand même relativement passionnel? Et quelles sont les mesures qu'on doit envisager dans le futur? C'est le sommaire pour Plus d'actu ce soir. Voilà, et pour débattre, nous accueillons deux invités. Claire Pelgrims, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en art de bâtir et urbanisme à l'Université libre de Bruxelles et vos recherches s'intéressent notamment aux infrastructures en matière de mobilité. Et puis Jos Kasmans, vous êtes, vous, le directeur des relations publiques et des politiques publiques pour Touring. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être présents. On va commencer par un flashback, la généralisation des 30 km/h à l'ensemble de la région bruxelloise. C'était donc il y a 3 ans. On va peut-être remonter au 1er janvier 2021 et réécouter comment vous, les Bruxellois, vous parliez de cette zone 30 qui était en train de s'installer. C'était un reportage à l'époque de Laura Van Dormael et vous allez vous souvenir qu'à l'époque, on portait le masque. Bruxelles en zone 30. Chez les premiers concernés, les automobilistes, passer de 50 à 30 km/h suscite des réactions mitigées. Moi, je pense que ça va être très compliqué, surtout ici dans les tunnels. J'ai pris le tunnel ce matin et j'ai vu le panneau 30 et c'est vraiment très très lent. Mais voilà, je pense que si la décision a été prise, c'est pour quelque chose. Comme on est souvent habitué dans les autres régions de rouler à plus de 30, maintenant ça va être normalisé, donc c'est bon. Pour moi, c'est une bonne chose. Et les usagers qui voient aussi la généralisation de la zone 30 comme une bonne nouvelle, ce sont les cyclistes, car la zone 30 rime avec plus de sécurité et c'est un bon point pour l'air que l'on respire. Les voitures le matin, tout ça, il fait trop noir, et elles font pas vraiment attention, et puis elles peuvent nous renverser des fois, ça passe à côté de nous, c'est chiant, ouais. C'est plus de sécurité parce que les voitures sont dangereuses quand même. Normalement, j'ai des enfants qui vont en vélo aussi et on ne les voit pas quand on est en voiture. Une opinion que partagent la plupart des piétons que nous avons rencontrés. Mais avant d'apprécier les bénéfices de cette mesure, encore faudrait-il que tous les automobilistes respectent la limitation à 30 km/h. Mais c'est très bien pour le piéton comme moi, et voilà. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne la respectent pas. Pour la pollution de l'air, ça peut être pas mal aussi. Quand les voitures roulent moins vite, elles émettent moins de gaz. Donc ouais, je pense que c'est pas mal. Mais que l'on soit pour ou contre, les automobilistes devront lever le pied dès ce 1er janvier. Voilà, donc reportage de 2021. On est 3 ans après Jos Kasmans. Quel est le bilan qu'on tire du côté de Touring? Ça marche, ça ne marche pas cette zone 30? Elle est globalement assez bien respectée? Le respect, c'est un des points, effectivement, pour lequel il y a encore pas mal de discussions, je pense. C'est un bilan mitigé, je pense. Il est clair que la ville doit s'adapter aux nouvelles habitudes de mobilité, avec l'arrivée de beaucoup plus de cyclistes, etc. Une demande très claire d'avoir plus d'espaces apaisés, d'espaces verts, etc. Donc, que Bruxelles s'y est attaquée, ça c'est certainement une bonne chose. Il fallait restructurer un peu les flux de circulation. D'un autre côté, on voit que certaines promesses n'ont quand même pas été tenues. On arrive maintenant dans une situation où, avec toujours de moins en moins de voitures, on augmente quand même le temps perdu dans la voiture. Donc, c'est dû à quoi ça? Le fait qu'il y ait malgré tout toujours des embouteillages, alors qu'on a théoriquement un petit peu moins de trafic globalement? On a décidé de ne plus pouvoir traverser la ville, donc tout le trafic est renvoyé vers la petite ceinture, avec des promesses que les grands axes et la petite ceinture elles seraient regardées de très près pour préserver une fluidité. On voit que ce n'est certainement pas le cas. Même les feux de circulation n'ont pas été adaptés selon les nouveaux flux de circulation qu'on a vu arriver avec les plans de circulation. Ouais. Alors ça, c'est à la fois la zone 30 et à la fois aussi du principe de good move. Donc on y reviendra peut-être en fin d'émission. Il y a quand même une diminution globale de la vitesse sur le fait que les automobilistes observent ou n'observent pas la zone 30. Ouais. Les relevés de Bruxelles Mobilité, la vitesse moyenne, c'est 30,1 km/h. Donc c'est presque respecté. Ouais.
Et on observe aussi que la vitesse moyenne a baissé sur les portions à 50 km/h. Il en reste quand même quelques-unes. Ça veut dire qu'il y a un effet contagion, on roule quand même globalement moins vite? On roule moins vite. Les 30 km/h en moyenne, c'est une moyenne effectivement. Donc il y a quand même un non-respect qui est toujours là, parce qu'on n'est pas souvent à du 30 à l'heure en centre-ville quand même. Mais bon, nous, chez Touring, on reçoit relativement peu de plaintes par rapport à ce nouveau régime de vitesse. Donc je pense que diminuer un peu de vitesse en centre-ville, c'est pas ça le nœud, le clé de la problématique, je pense. Donc c'est plutôt les boucles, les good moves, on y reviendra tout à l'heure. Claire Pelgrims, la ville, l'urbanisme maintenant, ça a apaisé la ville, on a changé la ville rien qu'en modifiant la vitesse maximale autorisée. Alors, il y avait déjà des zones 30, il y en avait à peu près 60%, si je ne me trompe pas, on est passé à 85%. C'est ça la ville 30, c'est que par défaut c'est une zone 30. C'est une bonne mesure pour vous ou pas? Oui, moi je pense que l'intérêt justement de la zone 30, c'est de ne pas trop transformer la ville. C'est-à-dire que le fait de simplement mettre une réglementation qui limite la vitesse des véhicules motorisés, ça permet en fait de ne pas devoir investir en toute une série d'infrastructures séparées pour privilégier ou sécuriser les modes lents, donc le vélo, le piéton, etc. Et donc par rapport à votre question, en fait ce qu'on fait maintenant en mettant ces réglementations de vitesse, et c'est ce qu'on fait aussi à l'étranger, notamment à Paris, c'est ne pas transformer, ne pas réaménager la ville. Ça veut dire que si on n'était pas passé en zone 30, on aurait dû construire plus de séparation entre les modes lents et les modes rapides. Donc la piste cyclable d'un côté, la voie pour les voitures de l'autre et même un trottoir pour les piétons dans un troisième espace. On aurait dû faire ça. C'est ça en fait le problème. Et c'est le même problème qu'on observe depuis les années 70. C'est toujours cette discussion entre espaces partagés mais du coup apaisés ou des espaces séparés avec des couloirs. Et en fait dans cette solution-là, reste toujours le problème des carrefours qui ne sont pas du tout solutionnés. Donc la zone 30, en fait, c'est un dispositif qui permet de ne pas investir trop dans un réaménagement de l'espace public. Évidemment, la contrepartie, c'est que du coup, pour les automobilistes, ce n'est pas toujours intuitif qu'on doit rouler lentement dans ces espaces. Ce n'est pas toujours très clair, en fait, visuellement, que c'est un espace apaisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Jos Kasman? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'idée que je rentre dans Bruxelles, c'est 30 km/h, sauf s'il y a une indication contraire, c'est bien intégré par tous les automobilistes? Petite précision, Touring, vous êtes, je ne sais pas combien vous êtes affiliés, mais ils ne sont pas tous bruxellois. Vous représentez aussi sur ce plateau les nafteurs qui rentrent dans Bruxelles. Oui, tout à fait, et aussi bien les automobilistes que les cyclistes. N'oublions pas que Touring, d'antan, a commencé en tant qu'organisation à la défense des cyclistes. Mais bon, ce n'est pas important dans ce débat-ci. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que, grâce à la diminution de 50 à 30 km/h, on a résolu un grand problème de sécurité. Je pense que le choix le plus sûr, c'est de toujours scinder au maximum les différents flux de circulation. Donc des couloirs séparés avec une séparation physique. Avec une séparation physique si possible. Si on analyse les accidents graves à Bruxelles, ils ne sont pas tellement nombreux, les accidents qui sont provoqués par une différence entre 30 et 50 km/h, parce qu'on est déjà souvent à des vitesses inférieures. La cause des accidents graves, c'est soit des vitesses vraiment excessives, vraiment pas adaptées, soit une infrastructure routière qui n'offre pas assez de sécurité inhérente pour un cycliste et pour un piéton. Donc, scinder au maximum les flux de circulation, pour nous, c'est quand même une solution qui est plus durable que simplement compter sur le fait que les voitures roulent un peu moins vite. Puisqu'on parle d'accidents, je vous propose justement d'entendre une autre réaction, c'est celle de la ministre de la Mobilité, Elke van den Brand. Elle était dans le studio de notre matinale Bonjour Bruxelles, c'était lundi. Les chiffres des accidents, il faut toujours prendre sur le long terme, mais on voit qu'une diminution, si on compare avec avant Covid, il y a une réduction, surtout pour les piétons et pour les automobilistes eux-mêmes. Alors on voit que les accidents sont moins graves, c'est très important. Ça fait aussi du sens, si on roule moins vite, on peut réagir plus vite, et s'il y a un accident, l'impact est moins fort. Alors ce sont des choses à attendre, mais on voit ça doucement, parce que je suis très prudente avec les chiffres des accidents, parce qu'il y a toujours des fluctuations. On a eu Covid, la reprise du trafic, alors
alors il y a des fluctuations, c'est pour les accidents, mais c'est aussi pour le sentiment. Le bruit a réduit. Sur plusieurs axes, le bruit a réduit par un facteur de 2 fois moins d'impact bruit. Et c'est important parce que c'est un facteur très stressant à Bruxelles, le bruit. Si une voiture vous dépasse à 50 à l'heure, c'est comme un éléphant, vous dépasse, mais s'il roule à 30 à l'heure, c'est plutôt un zébra. Alors c'est beaucoup plus agréable en ville pour y être, il y a moins de bruit. Alors pour moi... La zone 30 restera une zone 30. La zone 30, moi, je battrais pour le garder, oui. Ouais, je me battrais pour la garder, donc dit Elke van den Brand. C'est le sens de l'histoire d'aller vers des zones 30. Vous avez parlé de Paris tout à l'heure. Si on compare notamment aux autres grandes villes européennes, on est dans la même direction que les autres, Claire Pelgrims? Oui. En fait, derrière les enjeux d'aménagement, il y a aussi toute la question énergétique, notamment. Et donc, la réduction en fait, du trafic automobile de manière générale, c'est un peu le sens de l'histoire, vu la crise écologique à laquelle on doit répondre, en fait. Ouais. Elke van den Brand insistait sur le bruit, en disant c'est un des facteurs de stress. Est-ce que c'est vraiment important dans les études que vous pouvez consulter, vous, sur la perception qu'on a de notre vie en ville et de la qualité de nos déplacements? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dès la création de la région, en fait, il y avait un travail très important qui a été fait sur la question de la gestion du bruit routier, en prenant justement en compte que c'était un des facteurs très importants en termes de qualité de vie. Et donc, dès les années 90, en fait, on travaille sur comment est-ce qu'on aménage la voirie pour faire en sorte que voilà, ce soit moins bruyant. Jos Kasman, je reviens sur les accidents, parce que Elke van den Brand ne dit quand même pas la même chose que vous. Alors elle est prudente, elle dit oui, il y a une baisse des accidents, mais on doit faire attention, parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, les statistiques d'un an à l'autre, ça peut effectivement varier et dans des proportions importantes, parce qu'après tout, c'est pas une si grande ville que ça, Bruxelles, mais quand même, quand on roule moi j'ai appris ça quand j'ai passé mon permis de conduire, si je roule à 30 à la place de 50, j'ai quand même un temps de réaction qui est différent, donc ça évite quand même les accidents. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je me pose juste la question, est-ce que simplement la mesure de passer de 50, qui était souvent déjà une illusion à Bruxelles, tout le monde le sait, on roule rarement à du 50 à l'heure, donc passer du 50 à du 30, est-ce que c'était la solution la plus efficace, celle avec le plus d'effet? Là, je ne suis pas certain. Là, je pense qu'on aurait pu mettre les moyens en créant plus de zones spécifiques pour les cyclistes, en sécurisant certains carrefours là où on sait qu'il y a un grand risque d'accident. Ça aurait pu être tout aussi efficace que ce gain qui est quand même en ce moment, et ça pourrait que ça évolue les années à venir, mais ce gain qui est quand même assez petit pour le moment. Chaque victime compte, je suis bien d'accord. Mais il y avait une trentaine de zones accidentogènes, trentaine de carrefours dangereux repérés à Bruxelles. On est en train de les équiper, de les modifier, ça avance ou pas trop? Certains oui, certains non. En plus, la qualité de l'aménagement routier, je suis cycliste tous les jours à Bruxelles. Il y a une création de pistes cyclables qui est en nombre de kilomètres qui est importante, mais au niveau qualité, c'est parfois quand même encore un peu n'importe quoi. J'essaye de bien comprendre votre raisonnement, Jos Kasman. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire on ferait mieux d'avoir des pistes séparées pour tout le monde et finalement on remettrait la vitesse maximale à 50, c'est ça votre raisonnement ou pas? Moi je pense effectivement qu'il faudrait donner la priorité à une infrastructure sans faille, mais ça n'exclut pas qu'en même temps on diminue la vitesse maximale autorisée. Le 30 à l'heure en ce moment, dans beaucoup de villes, c'est plus un point de discussion. Il y a déjà beaucoup de villes qui vont plus loin, qui vont vers des zones 20 et des zones 10. Donc le 30 à l'heure, c'est pas notre point de discussion pour le moment. Les infrastructures, on imagine bien que ça coûte beaucoup plus cher. C'est réaliste à Bruxelles où on manque d'espace tout simplement. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des espaces séparés pour chaque mode de déplacement? En fait, non. La réponse est assez simple. Parce qu'il faut penser au tram, au bus, etc. Oui, et en plus, il y a différents types de voiries. Typiquement, les voiries résidentielles, là où les gens habitent, en fait, c'est beaucoup trop étroit, en fait, pour imaginer à chaque fois une piste cyclable à côté d'un trottoir, etc. En fait, c'est pas possible, simplement. Mais par contre, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 3 décennies. Les 30 Glorieuses, c'était ça le rêve, c'était d'avoir une infrastructure séparée pour chacun des modes. Mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et des zones apaisées, peut rien dire toutes les zones résidentielles, c'est une zone apaisée, avec le même espace pour tout le monde et la priorité aux piétons, puis aux cyclistes, puis aux voitures. Ça, c'est réaliste. Ça pourrait être la ville de demain ou c'est impraticable à Bruxelles?
Alors ça prendra du temps parce qu'il y a évidemment toute une notion de changement d'habitude, vraiment de la vision de la ville qui évolue. Mais par contre, l'exemple des mailles à Bruxelles, il est un peu tiré quand même de l'expérience qui se passe à Barcelone, où ils ont mis ça en place depuis 2016. Donc ça fait quelques années qu'ils ont réussi à avoir des espaces totalement apaisés à l'intérieur de leurs mailles, qui sont effectivement de dimensions autres que celles qu'on a testées à Bruxelles, que celles qu'on teste à Bruxelles. Mais ça marche en fait, ça peut marcher et effectivement ça permet d'avoir des qualités de vie qui sont vraiment tout autres, des espaces de séjour, des espaces de jeu, c'est autre chose. Ce sera un bon exemple ? Oui, mais quand même un contre-exemple. Par exemple, rue de la Loi, rue Béliard. On a voulu créer des pistes cyclables, tandis qu'une meilleure solution aurait été de dire, eh bien, les vélos, c'est dans la rue parallèle, rue Joseph II. Et là, on va éviter un maximum de circulation automobile. Ici, les cyclistes, juste par principe, juste pour pouvoir montrer... La voiture, elle n'est plus reine dans notre ville. Vous pensez que c'est idéologique un petit peu ? On met les cyclistes toujours juste à côté des voitures, dans les gaz d'échappement. Et en faisant de cela, on a des trottoirs pour les piétons qui sont ridicules. Oui. On a des entrées et des sorties de garages qui sont... On a des entrées et des sorties de garages juste à côté des pistes cyclables qui sont jamais... sécurisé. Ouais. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Il aurait dû scinder les deux. Alors, on sait qu'il y aura des réaménagements sur les deux voiries que vous venez de citer. Ce sera aussi un des enjeux du futur, et y compris avec un aspect de verdurisation. Tout le monde n'est quand même pas convaincu par la zone 30. Le mouvement réformateur, notamment, qui a indiqué cette semaine encore qu'il souhaiterait pouvoir rediscuter du caractère généralisé de la mesure et pouvoir voir rue par rue si c'est vraiment justifié ou pas. On va écouter Geoffroy Vanek, c'est le chef de file du mouvement réformateur à Berchem-Sainte-Agathe, et lui aussi, il était dans notre matinale de lundi matin. Évidemment, dans les zones sensibles, comme par exemple aux abords des écoles, c'est indispensable de maintenir cette zone 30. De nombreuses zones résidentielles étaient déjà en zone 30. Donc là, c'est clair qu'on doit le préserver. Par contre, sur les actes structurants, ce n'est pas du tout justifié. Et aux yeux des citoyens, ça passe plutôt pour une machine à cash pour faire en sorte que les citoyens payent un peu davantage. Si vous respectez le code de la route à 50 à l'heure, de nouveau sur ces fameux actes structurants, il n'y aura pas de problème non plus. Je rappelle également que la STIB elle-même se plaint de certains points en zone 30 puisque ça impacte la fluidité du trafic. Par exemple, l'avenue Josgoffin, l'avenue du Roi-Albert ou encore la rue de Staël. On estime que ce n'est pas justifié d'être à 30 à l'heure, d'autant plus que c'est un impact environnemental avec le changement de rapport permanent. C'est prouvé qu'il y a davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, petit fact-checking, c'est vrai qu'il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre quand on roule à 30 km/h que quand on roule à 45 ? Plus la circulation est fluide, moins on a d'émissions, ça c'est clair. Ouais. Plus on a du stop and go. Mais la fluidité, la vitesse, c'est pas la même chose, Joska. C'est pas la même chose. Mais je pense que la fluidité, le stop and go, décélérer, accélérer, est un facteur beaucoup plus important au niveau consommation de carburant et donc émission de CO2 trop polluants que simplement la vitesse 30, 40, 50. Ouais, alors il y a des exceptions, la zone 30, aujourd'hui, la petite ceinture, la rue de la Loi, la rue Béliard, l'avenue de Tervuren, l'avenue Louise, boulevard Général Jacques, etc. Elles sont suffisantes, ces exceptions, ou pour vous, il en faut davantage dans les prochaines années ? Monsieur a raison en disant que les axes structurants, ceux qui servent vraiment à faire entrer et faire sortir les voitures, notamment du centre-ville, celles-là doivent garder leur fonction primaire, et ça, c'est effectivement d'assurer une circulation assez fluide. Ouais, alors, je me tourne vers Claire Pellegrims. D'abord sur le niveau de pollution, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, même si vous êtes plutôt spécialisé en urbanisme, vous. Donc effectivement, comme je disais, c'est le fait de s'arrêter et d'accélérer qui est problématique en termes de pollution. Et toute l'idée de la zone 30, c'était aussi, sachant que la vitesse moyenne était quand même de 22 km/h à l'époque, de faire en sorte que les gens accélèrent et ralentissent moins, que ce soit plus fluide. Ouais. Est-ce que ça a apaisé la ville ? Est-ce que ça a amélioré la fluidité du trafic ? Est-ce que les urbanistes, par exemple, ou les spécialistes de la mobilité arrivent à mesurer ce genre de choses ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Bruxelles, c'est plus fluide qu'avant, avec peut-être une exception sur les grands axes, ceux qu'on va retrouver dans les mesures de TomTom, par exemple, où on a un record d'heures passées dans les embouteillages. Est-ce que sur les petits axes, ça va mieux qu'avant ou pas ? Alors, je ne pourrais pas vous répondre, mais effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut calculer. On sait voir effectivement s'il y a moins de fluidité ou plus. L'hypothèse qu'il y a derrière ce type d'aménagement, et c'est le cas à Bruxelles, mais c'est aussi le cas dans les autres villes, c'est qu'en fait, en diminuant l'attractivité de la voiture
parce qu'on diminue sa vitesse, on va avoir un report vers d'autres modes. Et typiquement, à Bruxelles, c'est le cas. Le nombre de cyclistes explose littéralement. Et donc, en fait, c'est tous ces gens-là qui ne sont pas dans une voiture en train de créer plus d'embouteillages. Ouais. Et donc, il faut les encourager à passer vers la mobilité douce ou les transports en commun. On va peut-être s'éloigner un petit peu de la zone 30 pour finir, parce que ça n'a pas été le seul changement en termes de mobilité. Il y a donc eu ces pistes cyclables dont on a parlé, et puis Good Move, avec donc cette idée de boucle, où on essaye de décourager l'automobiliste d'emprunter des raccourcis et de le renvoyer plutôt vers les grands axes. C'est plutôt ça qui vous pose problème au final, Jos Kazmans. C'est ça qui crispe aussi un certain nombre d'automobilistes et une partie de la population. Oui, ça crispe une partie des utilisateurs de la route, oui, effectivement, des automobilistes dans un premier temps. Ce qui m'énerve un peu, c'est la façon de laquelle certains changements ont été faits avec trop peu de communication. Il faut très bien se réaliser qu'on ne change pas uniquement la mobilité des gens, on change la façon de laquelle ils organisent leur vie. Ouais. Ils gagnent leur pain. Ça va trop vite, ils ont l'impression que quelqu'un dans un bureau qui arrive pendant les heures de travail, des heures de bureau, en transport en commun, va décider sur la vie de quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour faire fonctionner sa famille, son entreprise, pour gagner sa vie. Et ça énerve les gens. Ouais. Claire Pellegrini, vous pouvez entendre qu'il y a des crispations. Il faut poursuivre Good Move, il faut poursuivre la politique de zone 30. C'est aussi une question d'éducation et de communication ou pas ? Ou c'est vraiment une question d'aménagement ? Et est-ce qu'on a encore des aménagements à améliorer en région bruxelloise ? Je pense effectivement qu'il y a deux enjeux. Il y a des enjeux de lisibilité, en fait. Et donc, typiquement, le fait de segmenter la zone 30, ça serait plutôt défavorable, parce que là, l'avantage, c'est qu'on sait, en fait, que tout est zone 30. Par défaut, tout est zone 30. Voilà, et donc on ne se pose pas la question. Donc, je pense que travailler sur la lisibilité des opérations, travailler aussi sur la lisibilité de l'espace public, et montrer un peu mieux dans l'espace public que c'est des espaces où on est censé faire attention, où on partage. Donc, il y a quand même un investissement qui doit être fait, et davantage encore dans le futur pour ça. Et puis, le deuxième gros chantier, c'est la question des mentalités. Effectivement, en fait, on voit que les visions en fait, des urbanistes et notamment des personnes qui travaillent sur les mobilités ne sont pas forcément partagées par le reste de la société. Mais donc, il faut créer, à co-construire une nouvelle vision pour c'est quoi, en fait, à quoi ça ressemble une rue du XXIe siècle où on peut jouer, où on peut s'asseoir, où on peut discuter, où effectivement on peut circuler, mais ce n'est pas forcément la fonction première d'une rue. Ouais. C'est pas tellement difficile. Je ne connais pas énormément de gens qui disent « dans ma rue, maintenant c'est 30, remettez à 50 ». Si on montre des exemples vraiment qualitatifs, d'autres personnes vont être jalouses, mais ce n'est pas en mettant des blocs de béton, des palettes empilées d'un jour au lendemain dans sa rue qu'on va créer une adhérence. Il faut commencer avec des petits exemples hautement qualitatif. Ah bah, ce sera la conclusion de notre débat. Merci Claire Pellegrims de l'ULB, merci Jos Kazmans de Touring. Demain, c'est Françoise Berthiaud qui sera l'invitée de Plus d'Actu. C'est notre formule du vendredi avec les questions que vous pouvez adresser par mail plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et c'est Michel Gaillard qui les relaiera à l'antenne. Et puis demain matin, dans notre matinale, on recevra notamment Loïc Fréture du PTB et Hans Persons, la secrétaire d'État en charge de l'urbanisme en région bruxelloise. Continuez à bien vous informer et à demain.